Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance. Je suis Sophie Pedder, je suis le chef du bureau de The Economist à Paris. Et nous avons une séance qui va répondre à la question « Quelle réponse de l'Europe à la fragmentation internationale ?» Et avant de commencer à vous introduire nos deux interlocuteurs, je veux juste saluer quelques lycées et des lycéens qui nous regardent en ligne. C'est le lycée Marianne de Créteil, le lycée Rabelais, Versailles, le lycée Pierre Bourdin, Guéret de Limoges, le lycée Émile Zola à Châteaudun, le lycée Pergaud à Besançon et le lycée Jean Lurca de Paris et les étudiants de l'INSEE. Donc, bienvenue à vous aussi en ligne. Nous avons une grande question qui nous préoccupe tous avec la guerre en Ukraine, avec les conflits au Proche-Orient, avec l'arrivée de l'administration Trump, ont rendu très incertain l'environnement international. Donc, quelles initiatives les responsables politiques, économiques des pays européens peuvent-ils prendre pour améliorer le bien-être de tous et la compétitivité des entreprises pour dégager de nouvelles marges de manœuvre? Nous avons avec nous deux acteurs majeurs de la politique économique européenne qui vont échanger avec moi et avec vous, parce qu'on va passer aux questions-réponses à la fin, sur ces questions. À ma droite, donc, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, bien connu à vous tous, j'imagine, et Marco Butti de l'Institut universitaire européen à Florence, qui est venu à Paris exprès pour participer. Et c'est un ancien directeur général des affaires économiques et financières à la Commission européenne. Alors, bienvenue à vous deux. Merci. Je pensais commencer avec une question très large à chacun d'entre vous. Et la question, c'est la suivante. Comment caractérisez-vous ce moment qu'on vit ? Alors, je veux bien essayer de commencer. D'abord, je voudrais dire combien je suis heureux d'être au Printemps de l'économie. C'est la première fois que je viens, mais j'avoue que cette phrase de Michel Rocard qu'on vient de revoir en disant que la méconnaissance en économie peut être une menace pour la démocratie, je pense qu'elle est très forte et c'est une belle inspiration. Je suis heureux aussi d'être au CESE, qui est un haut lieu de la démocratie sociale. J'en salue quelques membres ici présents. Une fois que j'ai dit ça, la question reste difficile, hein, Sophie ? Moi, j'aurais tendance à dire la chose suivante. Il y a un mot qui domine la scène internationale, nationale, économique depuis au moins 5 ans, c'est incertitude. Depuis qu'on a eu le Covid, le choc de la guerre en Ukraine. Je crois que ce qui s'ajoute aujourd'hui avec la nouvelle administration américaine et tout ce que fait ou envisage de faire M. Trump depuis 2 mois, c'est imprévisibilité, ce qui est plus fort, et du coup désordre. Il faut appeler les choses par leur nom. Il y a un grand désordre aujourd'hui qui menace les... Je ne vais pas parler de la diplomatie, de la guerre en Ukraine, mais dans mon champ qui est l'économie, et un désordre qui est négatif. Alors il est d'abord négatif pour les États-Unis, je crois qu'il faut le dire. Quand vous regardez l'actualité, il se trouve que la Federal Reserve, la banque centrale américaine, équivalente de la Banque centrale européenne ou de la Banque de France, se réunissait hier soir, a publié ses nouvelles prévisions et depuis l'arrivée de M. Trump, de ses politiques, ils ont diminué significativement la prévision de croissance et ils ont augmenté la prévision d'inflation. Donc c'est des politiques qui sont d'abord contre les États-Unis et leurs forces, contrairement à ce qu'elles prétendent. On y reviendra peut-être quand on parlera du commerce. Ça, je crois que toujours et partout, le protectionnisme, les fameux droits de douane, les tarifs en anglais, ça se retourne contre ceux qui les mettent en œuvre. Qu'est-ce que ça signifie pour l'Europe ? Il y a aussi des conséquences négatives. Il faut qu'on soit clair, c'est moins de croissance probablement, parce que l'imprévisibilité, c'est jamais bon. Sur l'inflation, je crois que l'effet est beaucoup moins fort. Nous avons, nous, Banque de France, fait des estimations. On pense que sur l'inflation, il y a des effets dans les deux sens.
Ça dépendra aussi de ce qui se passera sur le terrain. Pour le dire autrement, je ne suis pas inquiet sur l'inflation en Europe. Et ça veut dire d'ailleurs, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais que probablement notre Banque centrale européenne a encore des marges de baisse de taux. On verra à quel rythme dans cet environnement incertain. Peut-être une dernière chose, là j'ai dit tout le négatif de ce désordre, et le négatif domine. Mais c'est peut-être une chance pour que l'Europe se réveille. Il y a l'Europe de la défense, je crois que cette jambe militaire est très importante, mais il y a l'Europe économique, et il ne faut pas oublier aussi tout ce qui tourne autour du rapport Draghi et dont on reparlera. Alors quelquefois on me demande si je suis optimiste dans la situation actuelle. La réponse courte, c'est non. On ne peut pas être optimiste dans la situation actuelle. Mais j'essaye d'être lucide sur le diagnostic et d'être très déterminé sur l'action européenne. Je pense qu'on en parlera. Merci. Marco Butti. Merci d'être avec tous ces jeunes ici, c'était assez impressionnant. Alors, d'habitude, quand je viens en France, je m'excuse pour l'accent. C'est une bonne chose de faire. Les Italiens, ils parlent italien en toutes les langues. Hein. Le français, c'est un peu la même chose. Alors, question. Je suis tout à fait d'accord avec le gouverneur. Si l'on prend des indices d'incertitude sur la politique économique, et ce sont des indicateurs agrégés où on regarde un peu, disons, les annonces, etc., on voit qu'il y a une augmentation soudaine de l'incertitude qui nous amène maintenant au même niveau d'incertitude que l'on avait au moment du lockdown, tout précisément il y a 5 ans. Et on est en train de le dépasser, parce qu'à l'époque, on a pris des décisions fortes qui ont amené à baisser les niveaux d'incertitude. Maintenant, on est en train de les dépasser. Alors, je vois, et on voit aux États-Unis, il y a des annonces, après on revient en arrière, on suspend pour 1 mois, ça c'est les tarifs au Canada, envers le Mexique. Il faut maintenant, ça va venir vis-à-vis de l'Europe. Mais tout ça, même si on revient à l'arrière, il y a des coûts économiques notables. Parce que c'est clair que pour les consommateurs et surtout pour les investisseurs, disons, si on crée une incertitude généralisée, c'est très mauvais pour prendre des décisions, disons, à moyen long terme. Alors, on est en train de payer un coût notable. Les prévisions vont être revues à la baisse, je suis tout à fait d'accord avec François. Je pense aussi que, disons, pour l'Europe, c'est une menace, mais c'est aussi une opportunité. C'est assez intéressant de voir un peu les parallèles entre ce que l'on est en train de faire maintenant. Il y a les côtés défense commune qui dominent un peu les débats, mais j'espère qu'on ne reste pas seulement sur ce thème. Voilà, on est en train de voir un peu un mouvement qui est assez parallèle à ce que l'on a fait il y a 5 ans avec la réponse à la pandémie. On commence à relaxer un peu les règles budgétaires nationales et après on envisage des prêts communs au niveau européen et à l'époque on est allé au-delà avec un emprunt commun pour financer ce qui était Next Generation EU. Maintenant on est un peu sur cette voie-là, on n'est pas encore au but de tout ça, mais je pense que, comme Jean Monnet l'avait dit par ailleurs, on le rappelle toujours, l'Europe se retrouve dans la réponse aux crises. Voilà, et ça serait là, disons, les résultats des réponses données aux différentes crises. Je pense que c'est aussi un moment clé pour voir la capacité de décision de l'Europe. Parlons un petit peu de ces questions de défense, parce que vous avez tous les deux mentionné cela.
quels outils pour nous Européens, comment dépenser plus sur la défense, c'est à qui de faire ces dépenses, et si on dépense plus sur la défense, on dépense moins sur quoi? Réponse, question difficile, réponse encore plus difficile. C'est pour ça que j'ai laissé Marco répondre en premier. Alors, ce qu'il y a sur la table maintenant, c'est un double volet. Hein. Il y a d'un côté une suspension des règles budgétaires qui viennent d'être approuvées. Ça, ils sont en force depuis printemps dernier pour permettre une augmentation des dépenses pour la défense au-delà des 3% pour simplifier. Hein. Ça, c'est un premier Et c'est une bonne chose? Alors, il y a un deuxième volet qui est, je l'ai rappelé auparavant, il y a 150 milliards d'un programme de prêts donné par l'Union européenne aux différents pays. Il y a une caractéristique de ces deux communes, de ces deux décisions, ou des orientations, parce que ce n'est pas encore pas tout à fait décidé, mais quand même, un consensus se dégage. Ils font de la dette tous les deux. Hein? Parce que si on relaxe les règles budgétaires, on dépasse davantage, on doit aller sur les marchés et mettre la dette. Et si on prend des prêts de la part de l'Union européenne, il faut les rembourser. Alors, il y a un élément ici qui met en question un peu la soutenabilité de la dette. Ce qui est absolument clair, c'est qu'il n'y a pas... Non, pas tous les pays de l'Europe sont dans la même position. Il y a des pays qui ont de la marge budgétaire ample, hein, et qui peuvent, et c'est bien qu'ils le fassent, aller sur les marchés et un peu, disons, aller au-delà des dogmes traditionnels. Voilà, l'Allemagne, ça vient à l'esprit tout naturellement. Et il y a là, carrément, on voit les changements d'attitude avec ces, disons, le frein à la dette qui vient d'être réformé, avec la création d'un fonds pour les infrastructures de 500 milliards d'euros sur plusieurs années. Alors, l'Allemagne, elle peut le faire. Alors, il y a la question, est-ce que des pays qui sont plus endettés, ils peuvent aller si aisément ou pas? Ça, il y a un point d'interrogation et je pense que ce qui n'est pas encore là et que je pense doit venir sur la table, et il vaut mieux qu'il vienne plus tôt que plus tard, hein, c'est disons, des dépenses communes avec un endettement commun au niveau de l'Europe pour des projets de défense qui sont vraiment supranationaux au niveau de l'Europe. Ça, je pense, d'un côté, ça permet de régler toutes les questions de coordination qui sont... Parce qu'on est faible sur le côté défense, parce qu'on est très éparpillé. Hein. Et d'autre part, disons, il y a une demande de la part des marchés de safe asset, hein, d'une dette sûre. Et je pense que l'Union européenne est capable et en mesure de le faire. Moi, je serais un peu plus, disons, plus réservé d'aller, disons, avec une réponse qui est dominée seulement par des mesures qui créent de l'endettement national. J'ai envie de reformuler la question un petit peu à vous, François. Est-ce que la dette, c'est toujours la réponse? En partie, oui, mais il faudrait que cette partie soit la plus limitée possible. Je vais juste prolonger ce qu'a dit Marco en partant de l'Allemagne. Ce qui s'est passé il y a 2 jours en Allemagne est une extraordinaire bonne nouvelle. Vous avez suivi ça, il y a une majorité des 2/3 au Parlement allemand qui vote effectivement la levée de ce frein de dette qui entre nous était très critiqué par les économistes, et puis un investissement très important de l'Allemagne dans la défense et dans les infrastructures et dans le climat. L'Allemagne peut le faire
parce qu'elle a beaucoup moins de dettes que nous et qu'elle a eu une gestion budgétaire très sage depuis 15 ans. Mais ça fait des années qu'on attendait ça. Donc on s'y est préparé là, depuis 15 jours, 3 semaines, mais ne sous-estimons pas la rupture historique que ça représente pour l'Allemagne et pour l'Europe. Ça, pour moi, c'est la nouvelle de la semaine. Alors maintenant, je retraverse le Rhin et je reviens en France. Je pense que la France et l'Italie sont dans des situations assez proches, parce que malheureusement, nous avons beaucoup plus de dettes au départ et beaucoup moins de marge de manœuvre budgétaire. Et donc notre problème, ce n'était pas le problème allemand, qui était l'excès de vertu d'une certaine façon. Nous, jusqu'à présent, c'est plutôt l'insuffisance de vertu. Alors comment on peut faire? Il n'y a pas de réponse parfaite. Mais d'abord, je voudrais dire que l'effort de défense, il est légitime. Il s'agit de choses graves, dans ce moment dangereux de l'histoire. Il s'agit de protéger notre liberté, la paix, nos valeurs. Je vais le dire avec un peu de gravité, si nous, Européens, nous ne sommes pas capables de nous lever, de nous mobiliser pour défendre ça, il y a quelque chose de beaucoup plus grave que nos débats économiques. La taille de cet effort, ça, c'est pas à moi de le décider. Mais on a franchi le premier pas avec le financement allemand et puis les autorisations européennes dont Marco a parlé. Je vais dessiner 2 autres pas derrière, dont on parle moins, mais qui me paraissent très importants. Le deuxième pas, c'est qu'en face de cette capacité de financement, parce que c'est les États qui vont acheter, il faut qu'il y ait une capacité de produire en Europe. Alors les économistes appellent ça la demande, donc ça va être de la demande publique avec cette capacité de financement, mais en face, il faut qu'il y ait l'offre. Parce que sinon, soit on va provoquer de l'inflation, soit on n'arrivera pas à s'équiper, soit on va acheter des équipements américains et on n'aura en rien augmenté notre autonomie. Ça, c'est un volet très important de coopération des industriels de l'armement, de dépasser les frontières, d'arriver à une vraie... Aujourd'hui, il y a plus de défense en Europe, mais il n'y a pas encore plus d'Europe de la défense. C'est ça le deuxième pas. Et si on arrive à ça, et ça va supposer de dépasser des petits intérêts nationaux, chacun cherchant à défendre son char, son avion, son missile, si chacun se met de son côté, on ne va pas y arriver. Mais si on dépasse les frontières à l'intérieur de l'Europe, là, on peut imaginer un troisième pas que Marco a glissé à la fin, mais qui serait un pas très décisif, c'est qu'au lieu d'avoir des financements par chacun des États pris séparément, ce qui est aujourd'hui sur la table, on aura peut-être un financement européen en commun. Mais ça suppose d'avoir franchi ce pas de l'Europe de la défense vraiment en production, en offre. Et donc des fusions d'industriels où ils se mettent d'accord à voir. Peut-être encore un mot, Sophie, si je peux, parce que pour l'Allemagne, la solution était assez simple, ils avaient de la marge de manœuvre. Mais pour nous, France, et je crois pouvoir dire pour l'Italie aussi, il y a une contradiction quand même un peu entre 2 D. Et du coup, je vais nous inviter à penser en 3D, vous allez voir ce que je veux dire. Il y a le D de la défense, et en face, il y a le D de la dette. Et au fond, votre question, c'est comment on le rend compatible. Alors, je pense d'abord qu'il faut être sérieux sur le reste de nos finances publiques. On en parlera peut-être. Ça existait, c'était une nécessité en France avant même cet effort de défense, mais la nécessité est encore plus évidente aujourd'hui. Et puis, il y a le 3e D. C'est pour ça que je voudrais qu'on pense en 3D. C'est un D italien, c'est Mario Draghi, qui a fait un rapport sur comment on peut muscler la croissance européenne. Muscler la croissance européenne, et il y a un certain nombre de leviers, c'est une des façons de financer l'effort de défense. Donc, attention à ce que notre débat ne bascule pas d'un dé à l'autre. Je vais le dire pour les Français, il y a 6 mois, tout le monde parlait de la dette. Souvenez-vous de la crise budgétaire, Monsieur Barnier, les difficultés du budget, etc. On n'en parle plus beaucoup aujourd'hui. Il y a 3 mois, tout le monde parlait du dé de Draghi, ce qu'on avait fait en Europe, et aujourd'hui, tout le monde ne parle plus que de défense. Si on ne pense pas en 3D, les 3 à la fois, on ne va pas y arriver. Parlons précisément, merci François, parlons du modèle de croissance en Europe. Comment faire suite au rapport Draghi?
Il était publié au mois de septembre, je pense, l'année dernière. Ça fait plus de 6 mois, ou ça fait plus ou moins plus de 6 mois. Est-ce qu'on a vu une suite, une suivi de la publication de ce rapport? Sinon, pourquoi pas? Et quelles sont les priorités pour l'Europe? Marco, vous voulez aller? Oui, je pensais quand François disait, voilà, on oublie sans compléter les chantiers. Ça, c'est typique en Europe. Hein. On l'a vu dans, disons, le parcours est classique et on l'applique à plusieurs exemples. Crise, résistance, décision difficile, amélioration de la situation et on revient à l'arrière. C'est tout ça là. On complète jamais ou presque jamais. Voilà, l'union bancaire pour prendre qu'est-ce que l'on a fait. Voilà, on avait 2012 très fort, décision très forte. On était sous pression et voilà, et on l'a pas complété. Alors, je pense que on le disait pour l'incertitude au début, les coûts que tout ça a sur les investissements, sur la situation économique, aussi n'est pas amené au but de certains chantiers, ça a aussi un coût. Alors, Draghi, ce rapport a été commandé par Ursula von der Leyen, par la présidente de la Commission, et la Commission, à fin du mois de janvier, a présenté un plan d'action qui est pour la mise en œuvre du rapport Draghi. Les premiers ministres italiens sont spécialisés dans les rapports, hein, parce qu'il y a Draghi, il y a aussi Enrico Letta, l'autre, il a fait 6 mois à l'avant, il a fait un rapport sur les marchés uniques, et qui était très bien. Si tu permets, Marco, c'est 2 très bons rapports. Et heureusement, il y a beaucoup d'anciens premiers ministres italiens. Ouais. Donc, on peut faire encore beaucoup de rapports. Donc, mais au rythme où on est parti en France, on commence à avoir pas mal d'anciens premiers ministres français aussi. Mais... Okay. Ça, c'est une bonne suggestion. Alors, les propositions de la Commission, c'est dans ce qu'on appelle Competitiveness Compass, une boussole pour la compétitivité. Et il y a toute une série d'actions qui sont décalées un peu dans le temps, qui embrassent 2-3 ans de cette commission qui va durer, comme on le sait, 5 ans. Moi, j'avais la crainte de ce que j'avais appelé un peu Draghi à la carte. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ce qui est facile à faire, politiquement pas compliqué, et on oublie, on met à côté ce qui est politiquement plus difficile. Alors, je dis, dans les propositions de la Commission, d'une certaine façon, on a fait un peu ça. Alors, et on revient aux discussions qu'on a eues avant à propos de la défense. Ce qui est difficile, c'est de financer en commun une série de choses que l'on peut appeler des biens publics européens. Carrément quelque chose que, pour le faire d'une façon efficace, il faut la taille minimum et on doit le faire au niveau européen. Toute une série de projets d'infrastructures transnationales, par exemple, c'est ça. Alors, il y a 2 façons de financer ces investissements. On les fait au niveau européen tous ensemble, à la fois avec de la dette publique commune ou avec des ressources. On les appelle des ressources propres, hein, au niveau européen pour financer le budget, une expansion du budget européen, ou bien on le fait au niveau des États membres. La difficulté de le faire au niveau des États membres, ce n'est pas ce que l'on a dit auparavant, c'est-à-dire, voilà, il y a une question de soutenabilité de la dette. Mais aussi, il y a un problème de fragmentation du marché intérieur. Parce qu'il y a des pays qui peuvent financer carrément leurs industries, d'autres pas. Et alors, ce qu'on appelle en anglais level playing field, il n'est plus là. Hein.
on l'a vu pendant les dernières années, l'Allemagne et la France, dans la période Covid et post-Covid, ont été responsables pour presque 80% de tous les aides d'État données au niveau de l'Union européenne. Et il y a une discipline d'aide d'État qui est là, appliquée par la Commission, précisément pour éviter que l'on ait des conditions de concurrence déloyale ou pas équilibrée au niveau. Alors, l'Allemagne maintenant est en train il a la marge de manœuvre et peut bénéficier de ça, la France beaucoup moins, l'Italie encore moins. Alors je pense que ces propositions de financement en commun n'est pas dans les propositions de la Commission. Moi, ça c'était alors fin janvier était avant février. Qu'est-ce qui s'est passé en février? Les élections en Allemagne. Et je pense, d'une certaine façon, les choses sont en train de bouger là-bas aussi. Moi, j'espère qu'on a franchi des lignes rouges très importantes, François le disait auparavant, historiques. Est-ce qu'il y aura, et ça c'est une question, assez de capital politique pour faire ainsi qu'on traverse des lignes rouges aussi au niveau européen et pas seulement au niveau national? François, même question, mais encore une fois, je vais la reformuler. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas forcément optimiste, mais vous êtes lucide. On est capable, en Europe, de répondre à ce défi sur la compétitivité, ou est-ce qu'on est condamné à être en retard par rapport aux Américains, aux Chinois? Non, je crois qu'on est capable de répondre à une condition. J'ai dit aussi que j'étais déterminé, c'est si, je le souligne 3 fois, nous le voulons. Donc ça ne viendra pas tout seul. Et je crois que c'est un défi particulièrement important pour votre génération, là, tous les jeunes, les lycéens ou les étudiants qui êtes là. Sur ce qu'il faut faire pour pousser la croissance en Europe, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Marco, je suis d'accord. Mais on a peut-être un problème de pourquoi. Ce sursaut de volonté qu'on doit montrer face à la menace Trump, pourquoi est-ce qu'on changerait? Pourquoi est-ce qu'on bougerait? C'est ça le cœur de notre débat politique aujourd'hui. Est-ce qu'on va se lever pour défendre des choses auxquelles on croit? Alors je l'ai dit tout à l'heure sur la paix, la liberté, avec la défense. Maintenant je vais le dire dans l'ordre économique. Je vais dire une conviction très forte sur le plan personnel. Il y a un modèle européen. C'est à la fois un modèle social et environnemental. Au-delà de nos différences, y compris politiques ou nationales, je pense qu'on s'y retrouve à peu près tous. C'est plus de services publics, c'est plus de solidarité, c'est plus de protection contre les grands risques et moins d'inégalités. Et j'ajoute, c'est plus d'engagement contre le climat. Tout ce que je viens de dire est peut-être évident pour nous. Malheureusement, dès qu'on sort d'Europe, c'est extrêmement menacé. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. L'offensive Trump, ça n'est pas qu'une histoire de droit de douane et commercial. C'est une offensive contre un certain modèle social, environnemental et peut-être même démocratique. Est-ce que nous sommes prêts à nous battre pour ça? Ça, c'est une question politique fondamentale. J'y crois. Je pense que la plupart d'entre nous y croyons, mais ça ne viendra pas tout seul. Et je reviens du coup sur mes 2 D, là, je laisse de côté le D de défense, parce qu'il y a une mauvaise façon de défendre tout ça qui va être attaquée. Et je pense que ça vaut le coup de se battre. Et il y a une bonne façon. La mauvaise façon, ça serait de continuer à financer ce modèle toujours par plus de dettes. Je crois vraiment que ça trouve sa limite. Et là, je le redis pour votre génération, pardon de le dire, ça se fait à votre détriment. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire de dette? On vous transfère la facture de nos dépenses à nous aujourd'hui. Le déficit des retraites, ce n'est pas du tout un truc abstrait. Ça veut dire qu'on paye les dépenses d'aujourd'hui des retraités au détriment de vos capacités demain. Vous partez dans la vie avec un sac à dos de dette qui pèse beaucoup trop lourd. Sophie, je vais faire une confidence, mon coming out. Quand j'avais 20 ans,
on était vers 1980. Moi, je partais dans la vie, moi, citoyen français, avec un sac à dos de dette qui pesait à peu près 20% du PIB. Aujourd'hui, ceux parmi vous qui ont 20 ans ou à peu près partent dans la vie avec un sac à dos qui pèse 6 fois plus lourd à peu près, 112% du PIB. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas vous léguer à la fois une dette climatique et une dette financière. Et donc le combat sur la dette, à mon avis, il est aussi important pour vous que le combat climatique. Ça, c'est la mauvaise façon de répondre. La bonne façon, c'est le dé de Draghi, et c'est enfin de libérer le potentiel de croissance européen, d'innovation. On a plein d'atouts en France et en Europe. On a de l'épargne, on a des grandes entreprises, on a amélioré la situation de l'emploi, on est maintenant assez bon pour la France dans la French Tech et la création d'entreprises. Mais il faut arriver à mobiliser tout ça pour accélérer la croissance européenne. Quand j'essaye de donner un ordre de grandeur, on a une croissance potentielle en Europe, je ne sais pas si Marco sera d'accord, la croissance potentielle, c'est ce que les économistes appellent la vitesse de croisière de l'économie, à peu près 1% par an. Ce n'est pas assez, c'est beaucoup moins qu'aux États-Unis. On peut arriver probablement à 1,5% par an si on libère tout ce potentiel de croissance européen, si on innove plus vite en diminuant la bureaucratie, si on mobilise notre épargne. Et puis, en France, si on arrive à travailler plus et mieux. Il faut plus d'emplois des jeunes et plus d'emplois des seniors. C'est faisable, mais il faut que nous le voulions. Pardon d'avoir un peu mis mes tripes là, Sophie, mais l'économie, c'est aussi une question de choix politique. Si nous continuons comme avant avec un certain confort, eh ben, nous ne gagnerons pas face à l'Amérique de Trump. Merci François. J'avais une dernière série de questions qui concernent un peu le commerce, la fragmentation du monde, parce que par le passé, quand on regarde le défi pour l'Europe, c'était vraiment en quelque sorte la fragmentation interne pendant la crise de la zone euro, par exemple. Là, on voit plutôt une fragmentation du monde, donc c'est une fragmentation extérieure qui nous menace. Comment faire face? Est-ce que c'est un diagnostic, un bon diagnostic, et comment faire face? Là, je vais commencer peut-être. Là, je crois que votre diagnostic est juste. Ce qui menace, ça menaçait déjà en partie avant Trump, mais ça menace beaucoup plus depuis, c'est effectivement la fragmentation ou des barrières qui se dressent entre les pays, entre les régions, etc. Je crois qu'il faut dire un petit mot de la vision qui semble sous-tendre ça dans l'équipe Trump. Je crois que c'est une vision de l'économie comme un jeu à somme nulle. Il semble que dans la vision de M. Trump, vous connaissez tous le Monopoly. Ben, l'économie mondiale, c'est comme un plateau de Monopoly. C'est-à-dire ce que gagne l'un, c'est forcément ce que perd l'autre. Si tu as le quartier orange, moi je ne l'ai pas, etc. Et donc, c'est sa fixation sur les déficits bilatéraux. Il faut rattraper ce que les autres ont gagné. Mais l'économie, ce n'est pas ça. Le commerce, ce n'est pas ça. C'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on échange des produits, des idées, des innovations pour s'enrichir ensemble. C'est ça la croissance. Ce n'est pas cette espèce de vision statique du plateau de Monopoly. Et d'ailleurs, à force de vouloir en faire un jeu à somme nulle, il finit même par en faire un jeu perdant-perdant. C'est-à-dire que les États-Unis et les autres risquent de perdre, là, aujourd'hui. Alors, du coup, on arrive à la fragmentation européenne. Et je vais garder mon image du jeu, là. Il ne faut pas que nous répondions à ce défi mondial par, au fond, une fragmentation, cette fois-ci, à l'intérieur de l'Europe. Alors, on va prendre l'exemple de la défense et de l'armement dont on parlait tout à l'heure. Si on pense chacun que c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que le char doit être fait chez moi parce que s'il est fait dans un autre pays, je suis perdant, etc., etc., là, on est sûr de perdre ensemble. Si nous construisons une Europe industrielle intégrée, notamment une Europe de la défense, là, on va gagner ensemble. Donc, il faut qu'on réponde au jeu perdant-perdant mondial de l'équipe Trump par un jeu gagnant-gagnant de l'Europe où on apprend à coopérer mieux ensemble. Je suis conscient que ça suppose du chemin.
Il y a des choses qu'on a réussi ensemble. Moi, je vous parle d'une responsabilité qui est la monétaire. On a créé ensemble une monnaie commune, parce que chacun a accepté de mettre ses petits intérêts monétaires de côté, le mark, le franc, etc. Vous n'avez pas connu ça. Mais la construction de l'euro, je peux vous assurer, c'était dépasser le raisonnement purement national, qui perd gagne, etc., pour créer de la valeur ensemble. Et on a réussi. Eh bien, faisons ça pour la défense, l'industrie, la croissance, l'innovation, l'épargne. Si nous répondons au jeu perdant-perdant de Trump ainsi, alors oui, c'est l'heure de l'Europe. Mais j'insiste sur le fait que le commerce, c'est un enrichissement mutuel et que le protectionnisme, c'est toujours un appauvrissement. On commence par pénaliser les consommateurs de son propre pays. Les consommateurs américains aujourd'hui sont inquiets parce qu'ils vont payer plus cher les biens importés. Et ensuite, on pénalise les producteurs de son pays et ceux du monde entier. Marco. Oui, Monopoly, c'est une belle image, très efficace. Et moi, je dois dire... Il y a aussi un Monopoly italien. Monopoly. Oui. Mais je suis d'accord absolument. Donc, au-delà de l'Atlantique, maintenant, on a un peu l'illusion de jeux à somme nulle, où eux, ils gagnent. Les jeux... Alors, une révélation, les jeux à somme nulle n'existent pas. Alors, ou bien on a des jeux positifs, ou on s'enlise dans des jeux négatifs. Voilà, il faut revenir regardons un peu l'expérience historique. 1929, chute de Wall Street, crise boursière. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? À nouveau, en venant des États-Unis, voilà, pour protéger les agriculteurs américains à l'époque, on a introduit toute une série de mesures de protection qui ont donné lieu à une autarcie au niveau mondial. Les résultats, malheureusement, à l'époque, étaient une décennie qui s'est appelée la Grande Dépression, de laquelle on est sorti seulement avec la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Alors ça, c'est un jeu carrément à somme négative. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant dans la situation où on est? Je pense qu'il faut poursuivre un peu différentes orientations. La première, on vient d'en discuter. Il faut prendre notre responsabilité au niveau de la défense. Moi, je dois dire, je suis un peu ou presque un fils de fleurs des années passées. Alors, j'aimais mettre des fleurs dans les canons. Mais quand même, il faut prendre notre responsabilité aussi sur ces points. Mais il faut pas mettre tous les œufs dans les paniers de la défense. Alors, quels sont les autres paniers? Il y a deux. Le premier, c'est qu'il faut se rendre compte que l'on a une croissance qui n'est pas soutenable. Alors, moi, j'ai passé dans ma vie précédente, quand j'étais directeur général de la Commission, des débats infinis, surtout avec les Allemands, parce qu'ils nous disaient, voilà, on a un surplus extérieur qui est si fort, 6%, 7% du PIB de l'Allemagne, 2-3% de l'Europe dans son ensemble. Voyez, on est très compétitif. Et moi, je disais déjà à l'époque, ce n'est pas un signe de compétitivité, c'est un signe de faiblesse. Parce qu'on produit beaucoup d'épargne, on n'a pas assez d'opportunités d'investissement. Assez, disons, raisonnement macroéconomique, tout le monde les connaît ici, il faut maintenant y ajouter une vulnérabilité qui est liée au fait que si notre croissance dépend de la demande extérieure, on est très faible au moment où on a la menace des tarifaires et des guerres commerciales. Alors, ça, je pense, il faut réformer, et ici Draghi donne des pistes importantes, réformer le modèle de croissance européen pour le rendre plus domestique, plus indigène.
qu'auparavant. Ça, c'est les premiers sujets à côté de la défense. Et le deuxième, c'est qu'il faut, voilà, on n'a plus les institutions, la légitimité comme il y avait pendant les 30 glorieuses des institutions de Bretton Woods. Alors, mais il faut rebâtir un multilatéralisme d'en bas. Alors, je pense que l'Europe a bien fait, ça a été controversé ici en France beaucoup, mais elle a bien fait à signer l'accord avec le Mercosur. La Commission a bien fait à aller en Inde pour essayer aussi d'avoir un accord de libre-échange avec l'Inde. On l'a fait avec le Mexique, avec la Suisse. Alors, il faut coaliser un peu et mettre ensemble ceux qui sont les victimes aussi de cette attitude américaine. Quand on a quelqu'un bully devant nous, on a peur jusqu'au moment où on se coalise contre. Alors, je pense que ça, c'est... Alors, défense, croissance plus tirée par nous-mêmes et pas dépendre des autres. Et troisième, coalition au niveau international qui permet d'avoir un multilatéralisme, disons, de type nouveau. Merci beaucoup. Il nous reste plus ou moins 15 minutes, donc je vais ouvrir les questions à la salle. Si vous avez une question, levez la main. Et il y a d'autres questions qui vont peut-être venir de ceux qui nous regardent. Alors, qui veut poser une question? Je vais commencer avec la jeune femme là. Je ne sais pas s'il y a un micro ou... Il y a un micro qui... Voilà. Attendez le micro qui arrive. Allez-y. Vous aviez parlé à un moment d'un mouvement parallèle à la réaction que le gouvernement avait eue face à la pandémie mondiale il y a 5 ans, mais je n'ai pas très bien compris en quoi les mesures seraient les mêmes. Pardon, je ne suis pas sûr d'avoir bien... Ah, pardon, je répète. Vous avez à un moment dit que les mouvements à avoir seraient des mouvements parallèles à ceux qui avaient été pris en réaction à la pandémie d'il y a 5 ans du Covid, mais je n'ai pas très bien compris les mesures qui seront les mêmes. Oui, je pense que j'avais fait référence à ça. Disons, aujourd'hui et il y a 5 ans, un peu la séquence qui a amené aux, disons, réponses pendant la crise pandémique et ce qu'il est en train de faire maintenant. Alors, un moment clé, il y a 5 ans, si je m'abuse, c'est le 16 mai 2020, il y a eu un accord avec une lettre aux autres chefs d'État et de gouvernement signée par Emmanuel Macron et Angela Merkel, qui proposait à l'époque un fonds commun pour répondre à la pandémie de 500 milliards. La Commission, avec les droits d'initiative dans les Jeux européens, a repris ça et ça est devenu Next Generation EU avec 750 milliards, en partie prêts et en partie, disons, des transferts. Alors, la question maintenant, est-ce qu'il y aura une nouvelle lettre signée cette fois-ci par Emmanuel Macron, qui était déjà il y a 5 ans là-bas, et maintenant le nouveau chancelier Merz, pour franchir ces lignes rouges dont j'ai parlé auparavant. Ça reste avec une grande question. Moi, je dois dire, je suis assez optimiste que l'on, disons, face à la menace que l'on a, on arrive à faire ces pas en avant avec, d'une certaine façon, on l'a appelé à l'époque un moment hamiltonien, hein, un peu en référence avec la révolution aux États-Unis de Hamilton. Mais il y a 5 ans, ça est resté un moment, disons, une décision temporaire.
Maintenant, il faudrait vraiment, si on franchit ces lignes rouges-là, que ça devienne quelque chose de permanent et pas seulement temporaire. Je peux ajouter un tout petit mot, là c'est sur une différence. On n'est pas forcément d'accord. Souvenez-vous, au moment du Covid, il y a eu le quoi qu'il en coûte. Et j'ai soutenu le quoi qu'il en coûte à l'époque. Je ne voudrais pas qu'il y ait un quoi qu'il en coûte aujourd'hui sur la défense. Pourquoi c'est différent? Voilà, là, Marco, chacun dit ce qu'il pense. Mais à l'époque, on ne savait pas où ça s'arrêterait, le Covid. Il y avait vraiment une menace d'arrêt cardiaque de l'économie, mais on savait que c'était temporaire. Là, on sait à peu près quel est l'effort, mais on sait qu'il est durable. Donc, pas de quoi qu'il en coûte. Je vais le dire autrement. J'aime beaucoup les moulins. Dans une partie de ma famille, il y a d'ailleurs une jolie maison qui s'appelle les Moulins. Mais attention aux moulins de la dépense perpétuelle. On a les génies en France de fabriquer ce genre de moulins. Donc, on t'ajoute les dépenses Covid, et puis après, il y a d'autres dépenses pour faire face à l'inflation. Et maintenant, on ajouterait encore de la dépense perpétuelle sans faire de choix. Tout ça finit par vous retomber dessus, pardon de le dire. Merci à vous deux. Il y avait une question là. Je vais prendre peut-être les deux questions. D'abord, au deuxième dernier rang. Voilà, le micro arrive. Et ensuite, la dame juste au-dessous. Allez-y. Bonjour. Donc moi, j'avais une question concernant... Ici. Donc, vous aviez beaucoup parlé de Donald Trump et je me demandais, est-ce que c'est pas trop tard déjà pour agir contre Trump, étant donné que l'économie qu'il est en train de mettre en place, elle est un peu en train de ruiner du coup les États-Unis, mais aussi avoir un impact sur l'Europe. Est-ce que c'est pas trop tard pour réagir ou est-ce qu'on a encore une chance de stopper tout ce qu'il est en train de faire de mauvais? Voilà, merci. Là, je vais répondre très brièvement. Non, il n'est pas trop tard. Et oui, on a encore une chance pour agir. Partons pas battus. Hein. Non, mais vous m'avez pas l'air du genre à partir battu. Mais pourquoi je dis ça? Parce que dans la révolution qu'on a à faire, hein, le sursaut, l'appel à la volonté, pardon d'avoir employé ces mots, mais je crois que vraiment que c'est une bataille démocratique et politique. Il y a peut-être une vertu américaine qu'il faut qu'on sache garder, c'est la confiance en nous-mêmes. Les Américains, en général, parlent de leur succès. Et les Européens et les Français, je crois que c'est vrai aussi des Italiens, en général parlent de leurs échecs. Ah ben ça, il faut qu'on le change. On a beaucoup d'atouts. Je vais même vous dire quelque chose. Aujourd'hui, là, 21 mars 2025, il vaut mieux être européen qu'américain. Et vous voyez très bien ce que je veux dire. Mais pas d'autosatisfaction, pas de se dire que ça va régler tout seul. On a confiance en nous-mêmes, on se mobilise et on y va. Ce n'était pas une réponse très économique, ça. Mais... Non, c'est intéressant ce point-ci, très, très important. Il y a eu un sondage au niveau mondial. Hein. Il y a, je pense il y a un mois. Hein, et ils ont demandé, disons, un échantillon assez large dans beaucoup de pays au niveau du monde, Asie, aux Amériques, aussi en Europe, bien sûr, comment les gens voyaient l'Union européenne et sa place dans le monde. Nous, Européens, on l'a regardé de façon très pessimiste. Bonjour, vous m'entendez? Voilà, on mettait en évidence toutes les faiblesses, tous les problèmes, etc. Tandis qu'en Asie, y inclut en Chine, aux États-Unis et dans le reste du monde, ils voyaient l'Union européenne au même niveau, en termes de rôle, que les États-Unis et la Chine. Alors, les autres ont plus de confiance dans les potentialités de l'Union européenne que l'on a nous-mêmes. Je pense qu'il faut retrouver un peu de cet esprit, d'un certain optimisme pour exploiter toutes les possibilités que l'on a. J'ai droit à une mini-phrase dans cet esprit-là, mais parce qu'on a cité Michel Rocard tout à l'heure. Alors je vais vous faire remonter encore plus dans le temps sur Léon Blum, grande figure de la gauche française et de l'histoire de France. Je crois qu'il est maintenant assez œcuménique. Je vous cite les dernières lignes du dernier édito de Léon Blum, 3 jours avant sa mort. Je n'ai pas lu le reste de l'édito, mais ça se termine par la phrase suivante que je trouve magnifique. Je vous propose comme programme partagé.
il dit à propos de je ne sais plus quel sujet, j'y crois, je le crois, pardon, et je l'espère, point, je le crois parce que je l'espère. Je trouve que c'est un beau programme pour aujourd'hui. Ça aurait été un très bon moment de conclure cette séance, mais on n'est pas encore fini, parce que j'ai promis de donner la parole à la dame là, et ensuite on a une question en ligne. Oui, merci beaucoup. Alors moi, je parle en tant que citoyenne ordinaire, je ne suis pas une spécialiste de l'économie, mais je suis passionnée. Alors, moi, j'avais une question double. Vous avez présenté tous les deux, avec beaucoup de clarté et d'enthousiasme, la nécessité absolue d'avoir une démarche commune au niveau de l'Europe pour avancer. Alors, je résume rapidement l'idée de la démarche commune qui est vraiment qui soutient la pertinence des progrès. Mais dans le même temps, alors ça on l'entend souvent, hein, donc s'il y a une démarche commune, tout va avancer, etc. On entend dans le même temps, évidemment, les freins éventuellement occasionnés par les dissensions internes à l'Europe et des dissensions politiques. Alors on parle de la Hongrie, de la Slovaquie, comme une espèce de chiffon rouge qui tout d'un coup nous fait baisser le moral, nous fait tomber dans notre fauteuil en disant bon, on avait une avancée et tout d'un coup on va avoir de façon permanente cette espèce de frein qui va nous empêcher d'avancer. Donc moi, ma question, elle est plus globalement, devons-nous craindre, et ce, à quelle aune, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout intégré le facteur temps dans vos analyses, c'est-à-dire la défense, tel point, est-ce qu'on sait l'horizon de 10 ans, ou est-ce qu'on peut avoir un espoir que sur 2-3 ans, il y a une petite amélioration. Donc ça, c'est une préoccupation, le temps. Mais plus largement, est-ce que la question des freins internes, quels qu'ils soient, enfin au niveau politique, seront-ils, un élément majeur qui nous empêcherait d'avoir le grand saut, le grand bond, si je puis dire, la vague montante et positive, ou devons-nous avoir un espoir d'avoir de façon permanente les possibilités de surmonter en permanence les obstacles internes? Merci. Je peux peut-être donner une réponse là-dessus, et votre question n'est pas économique, effectivement, c'est une question citoyenne très importante. C'est vrai d'abord en Europe, nous sommes 27, il y a en gros 2 pays, la Hongrie et la Slovaquie aujourd'hui, qui sont beaucoup plus réticents et plus proches de la Russie, semble-t-il. Ça en laisse quand même 25. Et les 25 sont parmi les plus grands pays. Hein? Alors après qu'il y ait discussion, c'est normal. Après, il faut être honnête, il n'y a pas que la Hongrie et la Slovaquie. Il y a dans chacun de nos pays des débats. Et les gens sont plus ou moins convaincus de la menace russe, et puis ils souhaitent faire des choix différents pour financer l'effort de dépenses. Ça s'appelle la démocratie. Si je glissais une petite pique malicieuse, et je ne vise aucun grand pays, nous, en Europe, nous avons la chance d'être encore en démocratie. Et donc, il faut discuter, il faut débattre. Et moi, quand j'ai fait un appel vraiment à la volonté, c'est normal que tout ça ne se passe pas tout seul. C'est des choix lourds. On ne va pas les décréter d'en haut. C'est un moment où il faut monter notre niveau de jeu civique, démocratique, politique. Simplement, il faut que la discussion, le débat ne nous empêche pas de décider et ensuite de mettre en œuvre. Moi, je crois à la démocratie là-dessus. Si j'ai un souhait, peut-être, c'est vraiment que notre débat se monte au niveau nécessaire. Hein? C'est un moment historique. Donc il y a un choix historique à avoir. Ne sautons pas d'un sujet sur l'autre, d'une semaine après l'autre. Regardez le débat sur la défense, et la faiblesse de penser qu'on l'a mis au niveau où il fallait. La semaine dernière, le débat en France, c'était est-ce qu'on allait utiliser une partie du livret A pour la défense? Je ne dis pas que c'est une question totalement inintéressante, mais ce n'est pas tout à fait à la hauteur des choix qu'on doit faire. Donc, moi je crois qu'il n'y aura pas d'unanimité, mais dans notre histoire, c'est vrai de la France, c'est vrai de l'Europe, on a su faire des choix fondateurs, incroyablement prometteurs pour l'avenir, après un débat difficile. Je vais vous citer un exemple que les plus vénérables ici ont connu. Je vous ai parlé de l'euro tout à l'heure et de la fondation de l'euro. L'euro, aujourd'hui, c'est considéré comme un succès hyper consensuel en Europe, soutenu par plus de 3/4 des citoyens français et européens. Rappelez-vous,
où je vous rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, que l'euro en France a été adopté par un référendum après un débat démocratique passionnant, je peux en témoigner, à l'été 92, mais très tendu, et que l'euro en France a été adopté à 51% contre 49%. Eh bien, c'est ça, de temps en temps, la démocratie. On a un vrai débat de fond, on décide et on fait. Oui, moi je suis d'accord. Ce qu'il faut, il faut arriver à la décision aussi. Hein? Parce que ce que l'on a maintenant en Europe, et vous avez tout à fait raison, il y a des différences, et des différences sur des points de fond, qui, étant donné les contraintes institutionnelles que l'on a, nous, parfois, ils ne nous amènent pas à la décision finale. Alors, je crois qu'il faut regarder la réalité en face. Nous, on est maintenant 27 et on va être dans les années prochaines 35, peut-être plus, étant donné, disons, tous les pays qui sont en train d'être des pays candidats qui vont rejoindre l'Union européenne. Moi, je fais une prévision à 100% nette. Si l'on reste avec les contraintes institutionnelles du vote à l'unanimité que l'on a maintenant, l'Union européenne est destinée à la paralysie. Ça, c'est alors ce qu'il faut faire. Il faut prendre des décisions qui, voilà, il y aura un groupe de pays avant-garde, ou peut-être plus, on l'a fait pour l'euro. Peut-être il y a un peu de géométrie variable aussi, parce que peut-être pour l'euro, ce n'est pas la même chose que pour la défense ou pour d'autres sujets, mais il faut vraiment réévaluer et changer les règles de fonctionnement et les règles de décision. Autrement, on est bloqué par disons, le manque de décision. Et le Brexit a montré une chose. Maintenant, même ceux qui sont, disons, très critiques de l'Europe, ils ne veulent pas sortir. Alors, mais qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils restent dedans et ils mettent en question le fonctionnement et la capacité de décision de l'intérieur. Ça, on ne peut pas se le permettre. Alors, moi, je vois que dans les coulisses du Conseil européen, disons, les acrobaties que l'on fait pour éviter les droits de veto d'Orban ou de Fico, ou peut-être d'autres aussi. On essaie toute une série de... Je ne pense pas que ça soit, disons, si on regarde le monde où on va, pour garder vraiment une unité, une capacité de faire la différence au niveau géopolitique, que l'on peut continuer avec, disons, ces petits trucs pour éviter, disons, que l'on bloque les décisions par certains. Oui, là aussi, l'euro est un très bon exemple. Hein. On l'a peut-être oublié, mais on a commencé à 11 pays, ceux qui voulaient et qui pouvaient. Aujourd'hui, on est 20 autour de la table. Et il y en a d'autres qui aspirent à rejoindre. Mais si tout le monde n'est pas d'accord, on ne va pas attendre que tout le monde soit là pour commencer. Deux dernières questions. Première question, c'est en ligne, c'est très courte, et c'est pour vous, Marco. C'est, est-ce que la dette publique de l'Italie est comparable à celle de la France? Elle est un peu plus élevée, quand même. Mais moi, quand je me rappelle, quand j'ai travaillé à la Commission, quand j'étais jeune, la France était un pays à dette modérée. 60%, plus ou moins au niveau de l'Allemagne. L'Allemagne était quand même un peu plus bas, mais pas vraiment. Maintenant, la France est plus proche de l'Italie que de l'Allemagne. Alors, je crois que quand même, disons, les marchés continuent à regarder la France et l'Italie d'une façon un peu différente, mais et je reprends une expression de Jean-Claude Juncker quand il était président de la Commission, on lui a posé la question, comment ça s'est fait que vous, en termes d'application des règles budgétaires, vous ne l'appliquez pas d'une façon si forte à la France
La réponse de Jean-Claude Juncker était ben, la France, c'est la France. Alors, je vous fais une révélation, la France n'est plus la France. Elle est disons, pas tout à fait exposée, mais quand même, il faut tirer la sonnette. Et ce que François disait auparavant en termes de faire des choix et ne pas faire, disons, reporter tout ça aux nouvelles générations parce qu'on fait de la dette davantage, je pense que c'est la bonne attitude pour prendre des décisions ici. Merci. Toute dernière question. On me dit que c'est dans la tribune haute et je ne vois pas. Ah, là, bonjour. Le monsieur bonjour. À droite, François, à droite. Allez-y. Voilà. Bonjour, donc Éloi pour le lycée Le Bon Sauveur. Moi, j'avais une petite question. Quand vous avez abordé le thème de la défense européenne, vous avez parlé qu'il y a un certain financement européen qui est tout à fait possible, mais encore faut-il avoir une offre nécessaire. Donc cette offre, vous avez dit qu'elle serait permise par s'il y avait des fusions entre entreprises. Donc est-ce que vous entendez sortir des traités pour pouvoir permettre ces fusions, puisque comme on le voit en cours, par exemple, il y a des traités qui encadrent la concurrence entre entreprises dans l'Union européenne, et je sais que les fusions ne sont pas forcément toujours tolérées. On a des exemples assez récents de fusions qui ont été refusées. Donc est-ce que vous entendez sortir de ces traités-là pour pouvoir permettre une défense européenne ? Alors, je crois que votre question dépasse la défense. Est-ce que la politique de la concurrence empêche l'émergence de champions européens ? Deux, trois réflexions très rapides là-dessus. D'abord, je pense qu'il n'y a rien dans les traités là-dessus qui l'empêche, et donc on n'a pas à changer les traités. Ensuite, on arrive à une question qui est une question d'application, de mise en œuvre de la politique de la concurrence. C'est est-ce que la politique de la concurrence regarde un certain nombre de marchés étroits, et plus vous regardez un marché étroit, plus vous avez tendance à considérer que la future entreprise va le dominer. Ou est-ce qu'elle regarde sur l'ensemble du marché européen, et quelqu'un qui a, je ne sais pas, 50% de part de marché en France a peut-être 15% de part de marché sur le marché européen. Donc je crois qu'il faut qu'on aille de plus en plus vers une politique de la concurrence qui résonne à l'échelle européenne, c'est dans le rapport Draghi, et puis qui accepte l'émergence de champions européens. Il me semble d'ailleurs qu'il y a une certaine volonté dans ce sens de la part de la nouvelle Commission. Maintenant, je vais ajouter à ça quelque chose. Je pense que quelquefois, la politique de la concurrence a bon dos. Et que, de la part d'un certain nombre de champions nationaux de la défense, en fait, ils n'ont pas une folle envie de se rapprocher avec leurs concurrents italiens ou allemands ou britanniques, parce que chacun chez soi, c'est assez confortable. C'est de ce confort-là qu'il faut qu'on sorte. Donc il faudra de la volonté politique pour y pousser, parce que, in fine, c'est les États qui sont les clients de ces industriels. Donc les États ont pas mal de leviers, c'est eux l'acheteur. Il faudra peut-être un peu d'assouplissement de la politique de la concurrence, mais je ne crois pas du tout que ce soit un obstacle dirimant. Marco, un dernier mot ? Oui, un dernier mot. Non, je suis tout à fait d'accord avec François. Ça aussi, il ne faut pas prendre l'exemple des États-Unis. Parce que là, disons, la combinaison entre domination du marché et application des règles de concurrence d'une façon très faible a donné lieu à ce que l'on est en train de voir maintenant, surtout sur les champions digitaux, et, qui met en question un peu disons aussi les aspects démocratiques que l'on a. Alors, politique de concurrence, politique d'État qui prend en compte un peu l'évolution carrément des défis que l'on a devant nous, mais politique de concurrence au niveau européen et une politique de concurrence crédible, c'est une valeur ajoutée de l'Europe par rapport aux États-Unis. Merci, merci à vous deux, merci à tous, tout le monde qui est là. On va remercier nos intervenants.